Bonjour et bienvenue dans Trait pour Trait, le magazine de la bande dessinée sur Watch TV. Alors vous pouvez bien sûr continuer à nous suivre sur le site de Watch, mais également sur les box ADSL. Attention pour les abonnés de Bouygues, le canal a changé depuis quelques heures, c'est le canal 137. Si vous n'arrivez toujours pas à nous suivre, il faut redémarrer votre box. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau un scénariste de bande dessinée, Lancelot Hamelin. Bonjour Lancelot. Bonjour. Alors on aura l'occasion dans cette émission de discuter un petit peu de l'étendue de votre travail, parce que vous ne faites pas que des scénarios de BD, puisque c'est le premier. Et puis on ira faire un petit tour en Belgique pour découvrir une nouvelle galerie, et on s'intéressera à cet album, bien sûr, dans les eaux glacées du calcul égoïste. Allez, on fait une pause et on se retrouve. Alors Lancelot, vous êtes dramaturge, écrivain et jeune scénariste de bande dessinée, puisque c'est votre premier scénario en BD. Vous avez démarré par le théâtre, en fin de compte. Oui, donc je me considère comme écrivain, mais ma principale activité, c'est d'écrire pour le théâtre, et je vis de l'écriture théâtrale. J'ai commencé d'une façon qui est un petit peu particulière aujourd'hui. J'ai pas fait d'école, j'ai commencé à faire du théâtre en amateur avec une compagnie qui est devenue professionnelle, qui existe toujours, qui s'appelle le Théâtre du Grabuge, voilà, qui est très active dans la région. Donc ça dans les années 90, fin des années 90, on monte cette compagnie et on décide d'aller faire du théâtre à la rencontre de populations, de personnes qui ne vont pas au théâtre. Un théâtre hors les murs qui utilise des lieux comme ils sont, des espaces publics, bars. Beaucoup de bars et des foyers de jeunes travailleurs. Notre idée, c'est de se considérer nous-mêmes comme des jeunes travailleurs. Oui, c'est ce que vous disiez à l'époque. Aux jeunes travailleurs. Jeunes travailleurs travaillant pour des jeunes travailleurs. Exactement. Et puis de considérer le travail artistique comme un travail qui fait partie de la société. On a la chance d'être dans une société qui finance l'art par différents biais, que ce soit les statuts d'intermittents du spectacle. Ça devient de plus en plus compliqué. Et on ne peut pas dire que ça aille dans un sens. Voilà, on a vécu un certain âge d'or pour faire la transition, fin des années 90, où entre la culture, l'art, le social, il y avait beaucoup de circulation. Et c'était salutaire, je pense que c'était salutaire. Ça ne réglait pas tous les problèmes, ça ne sauvait pas le monde, mais on respirait un peu mieux peut-être. Alors en 2006, il y a eu plusieurs pièces, mais j'ai pris celle-là un petit peu, non pas par hasard, parce que ça me permet de découvrir ce que vous avez pu faire autour, qui est le procès de Bill Clinton, qui ne parle pas du tout de Bill Clinton. Disons qu'il parle un petit peu... En 99, quand il y a eu le procès de Bill Clinton, moi j'étais très engagé... À l'affaire Lewinsky, j'étais très engagé dans un travail avec des gens dans des quartiers, et on parlait... On sortait peut-être de la sale guerre en Algérie, enfin il y avait encore quand même des tensions en Algérie, et on n'était pas encore rentré dans l'époque dans laquelle on est rentré en 2001 avec... Parce qu'il y a les attentats en 95. Il y avait eu ces attentats de... Voilà, il y avait des prémices, il y avait des prémices à ce qu'on vit aujourd'hui dans cette espèce de culture de la terreur et de la vie sous terrorisme. Et donc voilà. Donc cette pièce est un premier travail sur les blessures. C'est la dernière pièce que j'écris sur un cycle qui concerne les blessures de la guerre d'Algérie et ses conséquences dans l'immigration très mal vécue, très mal intégrée, très mal digérée dans notre pays. Donc j'écris une série de pièces de théâtre qui parlent de ces blessures de la guerre d'Algérie, qui sont publiées par des éditeurs de théâtre. Et puis j'ai écrit aussi des romans sur cette thématique. C'est le thème que vous reprenez dans votre premier roman. Voilà, Le couvre-feu d'octobre. Le couvre-feu d'octobre. En 2012, c'est un roman qui... Avec deux frères qui vont s'opposer finalement politiquement, parce que l'un est pour l'OAS, l'autre pour le FLN et porte les valises. Voilà, c'était avec une histoire d'amour dans le fond quand même, pour relier l'ensemble. Deux frères amoureux d'une même femme et qui sont déchirés par des positions différentes par rapport à cette histoire d'indépendance d'Algérie. C'est une structure un peu mélodramatique, les deux frères qui aiment la même femme, mais qui renvoie à un déchirement qu'ont vécu beaucoup de familles françaises, et des déchirements qui peut-être encore aujourd'hui continue de travailler notre société, à mon sens. C'est un thème que vous réabordez dans votre deuxième roman? Le deuxième roman, À la crête des vagues, poursuit ça, c'est 2016, c'est ça? Voilà. Et c'est édité toujours chez l'Arpenteur. L'Arpenteur, une collection chez Gallimard. Et donc voilà, c'est comment notre société. Et là, on est plus dans l'intégration. Oui, on est à Marseille, hein, c'est ça? C'est à Marseille, mais ça se passe encore en 99, au moment de la Coupe du Monde, en 98-99. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de faire de l'historique pour faire de l'historique, mais c'est de remonter un peu en arrière pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. Seriez-vous
Un nouvel agitateur culturel professionnel, c'est comme ça qu'on le dit dans les médias en ce moment? Alors, non, je pense que l'écriture a un temps d'action qui est plus long, plus souterrain, plus profond, je ne sais pas, et mes textes, je ne peux pas prétendre ça, mais c'est vrai que je ne travaille pas dans l'agitation directe, voilà, mais plutôt dans quelque chose qui appartient au temps long et à la mémoire. Des thèmes de société, là. Des thèmes de société, vous abordez dans cette bande dessinée dont on parlera tout à l'heure. Hein. De la même façon, oui. Revenir aux années 30. L'antisémitisme, la montée des fascismes qui sont en train de se développer en Europe. C'était l'idée, de revenir aux années 30 pour comprendre peut-être des mouvements qui travaillent notre actualité, sans non plus faire des amalgames ou des comparaisons hâtives en disant qu'on revit jamais les mêmes choses. Hein. Marx disait que l'histoire se répète, que d'abord c'est une tragédie, et ensuite elle se répète sous forme de comédie. Je ne sais pas si c'est complètement vrai par rapport à ce qu'on vit, mais... Alors, comment en êtes-vous venu à écrire pour la bande dessinée? C'est quand même un travail un peu différent du théâtre ou du roman. Oui, moi je suis fasciné par les modes de narration. Ils peuvent m'intéresser autant le conte, ou voir la psychanalyse, le cinéma, les jeux vidéo, je trouve fascinant. Et mes projets glissent. Par exemple, ces pièces de théâtre sur les blessures de la guerre d'Algérie, à un moment deviennent des romans ou m'amènent à écrire un roman. Et là, c'était un projet de théâtre d'un metteur en scène qui s'appelle Richard Brunel, qui dirige la Comédie de Valence, qui a attiré mon attention, m'a proposé de travailler sur ce film de Buñuel qui s'appelle L'Âge d'or, qui en 1930 provoque un énorme scandale et qui suscite, donc qui est interdit par la censure jusqu'en 1980. Jusqu'en 1980, on ne peut pas voir L'Âge d'or officiellement en France, même si on le voit quand même, parce qu'il est interdit par la censure. On est plongé là dans les années folles, et en même temps, il y a ce personnage un peu énigmatique là, de Gueule Cassée, vétéran de la Première Guerre mondiale, et militant... nationaliste, fasciste. On peut dire fasciste, voilà. Donc, oui, dans Les eaux glacées du calcul égoïste, c'est une histoire, une fresque en costume qui reprend les personnages de l'époque, de Dali, Buñuel, Cocteau, le couple des Denoy, Éluard. On croise tous ces gens-là qui sont le milieu surréaliste, artistique, progressiste de l'époque. Et dans le premier tome, on cherche à financer un film. Dali et Buñuel veulent faire un deuxième film après Le Chien andalou, et ils cherchent un financement, ils rencontrent les Denoy, tout ça. Et puis, j'ai inventé un personnage de fiction pour regarder ce petit monde de l'extérieur, pouvoir dire ce que je voulais, surtout le pire, parce que ces personnages-là, ils sont jeunes à cette époque-là. Ils ont 20, 25, 30 ans, et ils ne sont pas encore les figures mythiques du Buñuel qui a fait... ou du Cocteau, qui va être l'artiste idéalisé, encensé. Et ils ont des tas de défauts. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des gens super, passionnants, et qui créent des choses, et qui se battent avec leur société, mais ils ont des défauts. Et donc mon personnage de Gueule Cassée, qui est inspiré de Drieux-La Rochelle, qui est aussi un drôle de zigoto, qui va avoir un destin, lui, de fasciste. Et donc se retrouve j'ai fait un personnage d'espion. À rentrer, d'espionner en fin de compte cette société-là. On va en reparler un petit peu de l'intérieur, après. Là, je vous propose qu'on fasse une petite pause. On reviendra sur cet album Dans les eaux glacées du calcul égoïste, paru chez Glénat. Mais là, on va aller faire un petit tour en Belgique. Un lieu prédestiné pour la bande dessinée, et notamment avec l'ouverture d'une nouvelle galerie, la galerie Comic Art Factory de Frédéric Lorge. Et c'est l'occasion de rencontrer le premier dessinateur exposé dans cette galerie, qui est Renaud Dilly. Alors, on marque une petite pause, et puis on va faire un tour à Bruxelles. Alors pour l'ouverture de cette galerie, eh bien autant aller écouter un petit peu le dessinateur exposé qui est Renaud Dilly, qui va nous parler de son travail. Allez, on le rejoint. Abélard est né déjà avec Régis Sautière au scénario. Et il m'a dit, moi je le vois, c'est une sorte de pouce, un piou-piou ou un petit canard. Enfin, il faut vraiment que ce soit, puisqu'on partait dans l'idée du Candide, etc. Donc là, on devait éviter évidemment l'ours. Là, l'ours était forcément Gaston, son compagnon de route qui croisera un peu plus tard. Et donc, c'est dans l'aspect technique du personnage. En fait, Abélard, en fait, c'est un naïf, etc. Et en fait, ça coulait de source. Et quand je l'ai dessiné, en fait, Régis Sautière connaît tellement bien mon travail qu'en fait, il m'a dit, mais dès les premiers coups de crayon, il m'a dit, c'est ça, en fait. Abélard, j'ai dû faire, je crois même pas une page de recherche, il était déjà là. Ce qui est très amusant pour moi, c'est le fait de faire un long bec, un petit bec. Il y a un côté très ludique dans le dessin.
Je suis pas pris par les codes, trop de codes classiques. Si je devais dessiner des humains, j'aurais beaucoup plus de rigueur. Là, je peux m'amuser, chaque personnage peut avoir une taille différente. Il y en a un qui peut avoir un long bec, il y en a un qui peut avoir une petite truffe, des grandes oreilles. Et du coup, c'est beaucoup plus expressif. L'amitié, c'est quelque chose qui m'a pris un peu par hasard. On sait tous ce que ça veut dire l'amitié, avoir des amis, ou voire même des bonnes connaissances ou des copains, etc. Mais l'amitié, pour moi, c'était souvent, et effectivement, ce que je vais dire, c'est pas nouveau, c'est souvent dans la difficulté qu'on peut rencontrer vraiment ses amis. Et à un moment donné de ma vie, c'est ce qui s'est vraiment passé. Mais autant, évidemment, ça pouvait paraître triste, autant c'était fabuleux, parce que du coup, je me suis rendu compte que l'amitié, ça pouvait être très fort. Presque parfois même passionnel. Ça peut sembler bizarre ce que je dis, mais je crois beaucoup en ces valeurs-là, en fait. Alors que moi, avant, c'était le genre de questionnement que je ne me posais pas. Et donc, j'ai voulu essayer d'aborder ça humblement, mais sincèrement. L'amour, c'est l'un des thèmes principaux que j'aborde. Au-delà de l'amour, c'est le couple aussi, enfin l'autre dans le couple. Ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est le ressenti. Il y a à savoir si l'amour est quelque chose de facile, je crois que c'est clair que non. La mélancolie n'est pas quelque chose forcément négative et triste. Souvent, elle permet justement une certaine forme, à mon sens, de lucidité sur les choses. C'est cet état d'esprit qui parfois fait naître justement le bonheur, qui donne un peu le sel du quotidien. Et donc je pense plutôt plus pertinent de dire que la mélancolie, c'est plutôt une sorte de lucidité sur les choses plutôt qu'un regard triste. On peut avoir, pour moi, de la mélancolie heureuse. J'aime assez l'idée de parler de musique en bande dessinée. Alors ça peut sembler paradoxal parce qu'il n'y a pas de son. Mais par contre, on peut parler de la vie de musicien, on peut parler de tas d'émotions qui peuvent être véhiculées. Et d'ailleurs, quand je travaille, j'écoute énormément de musique. Je me fais même des bandes son de mes albums. Saveur Coco, c'est mon premier album où j'ai abordé la couleur, personnellement. En plus, en couleur directe, c'est-à-dire pas assisté par ordinateur, mais vraiment à la main, à l'ancienne, à la traditionnelle, ce qui me plaisait beaucoup. J'avais envie, en fait, après Abélard, où le travail était beaucoup plus dans l'encre et dans le noir et blanc. J'avais envie de lumière, j'avais envie de couleur, j'avais envie d'un petit grain de folie, un petit peu d'absurde, un petit peu de surréalisme. L'idée m'est arrivée avec ces envies-là et je ne savais pas du tout quoi raconter. Et la première chose, je me suis mis derrière ma table avec toutes ces envies que je viens de dire. J'ai vraiment envie de faire de la couleur, mais raconter quoi, je sais pas. Et j'avais toujours cette couleur qui me revenait tout le temps, constamment. Alors j'ai commencé à dessiner un rond et j'imaginais un beau soleil, j'avais envie de soleil. J'avais envie de luminosité, puis j'ai imaginé, après j'ai fait un trait en dessous, puis je me suis dit, bah tiens, il y a un désert. Alors je vais y mettre un personnage, bon il était un petit peu tout seul, alors j'en ai mis un deuxième. Et puis ce fut assez rapidement les personnages qui s'appellent Jiri et Polka. Et puis il faisait tellement beau ce jour-là, j'imaginais dans le désert, ils ont soif. L'idée de l'histoire m'est arrivée en 10 minutes, un quart d'heure, et je me suis dit, ben voilà, j'ai mon album. J'ai vraiment l'idée de quelque chose, de partir de quelque chose d'ultra simple, mais qui finalement, après coup, m'a permis de décliner des tas de choses, d'expériences de lecture, de rencontres diverses, etc. Avec des choses assez simples, on peut exprimer énormément de choses. Ne jamais oublier que la bande dessinée, c'est avant tout raconter une histoire. Raconter une histoire, c'est d'exprimer ce qu'on ressent le mieux possible pour celui qui va le lire. Pour moi, ce sera toujours ça le plus important. Au-delà même du dessin, au-delà même d'arriver à en faire un livre, c'est la sincérité. Alors ça peut encore une fois paraître un peu naïf, un peu candide, mais tous les auteurs qui m'ont vraiment touché, je pense qu'ils sont réellement comme ça. Et donc je me dois pour eux, pour ce qu'ils m'ont transmis, j'essaye en tout cas, de perpétuer ce qu'ils m'ont donné. Le plaisir que j'ai depuis enfant, le plaisir dans le dessin, dans le plaisir que j'ai maintenant, je crois que c'est assez incroyable, ça n'a pas changé. J'aime toujours autant ça, j'ai toujours aimé la bande dessinée, je crois que j'aimerais toujours, c'est même sûr. Je me suis toujours dit que je ferais ce métier.
Je continue à le faire avec un grand bonheur. Alors voilà, je vous invite à aller découvrir le travail de ce dessinateur dans cette galerie à Bruxelles. On a quelques images d'ailleurs de la galerie avec Frédéric Lorge là, qui nous permettent de voir ce joli lieu visiblement. Trait pour trait ira faire un tour prochainement dans cette galerie. Donc une exposition jusqu'en mai à cette galerie Comic Art Factory à Bruxelles. Alors ça peut être l'occasion aussi de vous reparler d'une exposition qui est en cours dans la galerie de Rachel Ardouin au 15 rue Martel. Alors on avait vu l'expo Varenne, elle est prolongée, si vous n'avez pas eu le temps de la voir, n'hésitez pas, allez voir à la galerie 15 rue Martel. Et puis va démarrer aussi l'expo sur Seurat. Alors ça rentre dans un projet plus global, puisqu'il y a pas mal de manifestations qui tournent en ce moment dans le Grand Paris sur le Cambodge d'hier et d'aujourd'hui, avec tous ces artistes contemporains, et notamment dans le parcours, il y a un passage à la Galerie 15. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à la Galerie 15, avec un vernissage le 12 mai, et l'exposition démarrera le 10 mai. Alors, je vous propose une petite pause, et puis on se retrouve avec Lancelot Hamelin pour Dans les eaux glacées du calcul égoïste. Alors Lancelot, on a pu évoquer un petit peu tout à l'heure le pourquoi d'avoir choisi le thème de l'âge d'or. Quel écho pourrait-on faire par rapport à ce qui s'est passé dans les années 30, à ce qu'on vit aujourd'hui finalement avec cette remontée de l'antisémitisme, les manifestes qu'on a pu voir il y a quelques jours dans la presse. Est-ce qu'il y avait une volonté justement d'avoir un parallèle comme ça avec notre époque ? Alors c'est toujours, moi je trouve que c'est toujours un peu spécieux de dire que notre époque est comme les années 30. En même temps, effectivement, il y a des éléments qui peuvent nous rappeler des événements. Ce qui m'intéressait surtout, c'est de comprendre les moments de genèse ou les moments comment ça se passe dans l'histoire, c'est-à-dire comment notre époque est le produit des époques passées. Et depuis les années 40, enfin depuis la fin de la guerre, il me semble, enfin moi, il me semble qu'on a oublié des choses qui étaient très importantes pendant les années 30 et qu'aujourd'hui on a oublié parce qu'après la guerre, comment dire, chaque époque refait l'histoire, si on veut. Bien sûr, oui. Voilà, et par exemple, ce qui m'intéressait dans le travailler sur le scandale de l'âge d'or et rencontrer ces personnages de Dali, de Cocteau, de Buñuel, d'Enoailles, c'était de les prendre dans leur jeunesse. Et c'est-à-dire, on fait de Cocteau ou de ces grandes figures, on en a une vision comme ça après la fin de leur vie. Et global sur l'ensemble de leur travail, en fin de compte, sur une vie. Voilà, et un peu revu et corrigé par notre époque. Alors que quand on les reprend dans leur époque, ils étaient traversés par les conflits de leur temps. Et quand on lit Cocteau avec un peu d'attention, moi je trouve merveilleux des tas de choses chez Cocteau. Et puis on tombe sur une mentalité très antisémite, très conservatrice, insupportable pour aujourd'hui, mais qui faisait la couleur intellectuelle de l'époque. Chez Buñuel aussi, on trouve des aspects complètement pas corrects. Et pour moi, il ne s'agit surtout pas de revaloriser ces points de vue qui sont très archaïques, à mon avis, aujourd'hui, mais de voir comment c'était. Et Buñuel, quand on lui parle des années après, quand il a 60 ans, de certains travers qu'il avait dans sa jeunesse, il a fait un chemin. Par exemple, il était très très homophobe. Et on voit bien d'ailleurs on voit dans plusieurs pages d'albums où dans la BD c'était rigolo de mettre ça. Dali et Buñuel s'en prennent à Cocteau à un moment de façon un peu vulgaire. Voilà, donc ça c'était rigolo de voir que ces personnages-là, dont on a fait un petit peu des figures un peu comme ça, muséales, avaient une vie et vivaient leur époque. Et du coup, de voir comment cette époque
travail, des idées qui continuent aujourd'hui, mais de la même façon que quand il y a le scandale de l'âge d'or, ça sera dans le 2e tome, je ne vais pas spoiler, hein, les ligues d'extrême droite attaquent la salle où est diffusé le film, le studio 28 détruit des œuvres de Man Ray, de Max Ernst, et au cri de mort aux Juifs. De mort aux Juifs, et c'est l'affaire Dreyfus qui ressort. L'affaire Dreyfus, c'est passé depuis 30 ans, depuis 40 ans. On est quelques années avant les marches de 1934, voilà, enfin, on est dans un contexte social explosif. Très explosif, qui effectivement peut ressembler au nôtre sous différents aspects. Mais pour moi, c'est pas l'idée de dire notre époque, c'est comme les années 30, les époques se reproduisent. Alors, dans les eaux glacées du calcul égoïste, c'est une phrase de Marx qui est tirée du manifeste du Parti communiste. Du manifeste, voilà, avec Engels, mais qui est aussi le titre, finalement, où circule l'âge d'or dans l'anonymat. Voilà, quand l'âge d'or sera interdit en 1930, après le scandale, l'âge d'or va être interdit jusqu'en 1981. Oui, c'est ce qui est fou. Hein. Voilà, c'est à l'élection de Mitterrand, finalement, où la censure est levée pour une projection du film, dans sa version originale. Voilà, sous le titre de l'âge d'or, parce que sinon ça circulait sous le manteau, sous ce titre de Karl Marx. Et voilà, et c'est Marx c'est une des phrases de Marx qui dit que l'histoire se répète une fois comme tragédie, une autre fois comme comédie. L'histoire est servie par un dessin très élégant et très raffiné, dessinateur Luca Herbetta. C'était un choix de votre part d'avoir un dessinateur hyper réaliste comme ça? Alors d'abord la rencontre avec le dessinateur, pour moi ça a été la grande découverte du fonctionnement de la bande dessinée, c'est-à-dire il suffit pas, voilà, il faut que le texte soit mis en image, ou que des images se mêlent au texte. Ça dépend comment on travaille. Moi, j'ai l'habitude de travailler pour le théâtre, c'est-à-dire j'écris, mais après, j'écris pas tout seul, j'écris avec un metteur en scène, et puis avec des acteurs, le texte doit devenir quelque chose sur le plateau. Et j'ai retrouvé ça donc avec la BD. Donc, c'est l'éditeur qui m'a fait rencontrer un dessinateur. Voilà, donc Luca Herbetta, qui est un jeune dessinateur italien, que je trouve très beau graphisme, très brillant, très brillant. Et on a un traitement un petit peu différent entre les paysages ou les ambiances et puis les personnages qui sont vraiment hyper réalistes et très fins. Il y a un dessin très fin. Oui, il anime ces gens qu'on a dans la mémoire, il les fait vivre. Et ce qui était très important, et c'est là où la rencontre pour moi avec Luca est absolument géniale, c'est que c'est une pièce où il y a beaucoup de dialogue. Je pense pas que c'est pas une pièce, c'est une bande dessinée. Je pense que c'est la déformation professionnelle. C'est une bande dessinée je pense pas que ce soit une bande dessinée trop littéraire. On a fait très attention. Moi, j'ai fait très attention à pas être bavard. Et pourtant, il y a beaucoup de textes, mais effectivement, ça passe très bien. L'idée, c'était de le répartir, voilà, de ne pas excéder ce qu'on peut dire dans une case, voire dans une page, et de le répartir, de ne pas faire du Black et Mortimer, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais c'est autre chose. Et surtout, non, c'est tout à fait digeste, je pourrais dire, dans la lecture, pour nous lecteurs. Donc ça, c'est heureux de l'entendre. Qui est vraiment très agréable, et une grande harmonie, finalement, entre le dessin et le texte. Donc ça, c'était un souci, et Luca, en plus, il a traité les dialogues d'une façon... il s'est vraiment posé la question de comment on traite les dialogues en bande dessinée, d'une façon très dramatique. Je trouve qu'il met en page les dialogues comme des batailles de super-héros. Ouais. Alors vous avez un autre projet qui va sortir en juin, on va l'évoquer simplement, hein, qui est La mort aux yeux de cristal. Voilà, oui, ça c'est un avec un autre projet. Dessinateur. Avec un jeune dessinateur qui s'appelle Étienne Aubry, ou Aubury, c'est son nom de dessinateur, qui est sorti il y a quelques années de l'école d'Angoulême, que j'avais rencontré quand je travaillais avec le théâtre à Valence, et on avait travaillé sur plusieurs projets qui n'avaient pas abouti, et celui-là a intéressé. Et ça, c'est un tome, hein. C'est un one-shot. C'est une sorte de polar à Rome. Une sorte de polar d'horreur à Rome. On est dans un thriller un peu qui va dans le fantastique. C'est un hommage à Dario Argento. Le prochain, le deuxième tome du calcul. Alors le temps qu'on dessine ça, enfin que Luca, le scénario est posé, on est d'accord avec Luca sur le découpage, et là il commence le dessin d'ici un an et demi. Donc voilà, d'accord. Ça prend du temps. Ouais. Très bien. Alors je vous propose qu'on parle très très rapidement de quelques livres parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même vous citer quelques sorties, notamment celle-là, Anne Goscinny et Catel dans Le Monde de Lucrèce, qui vient de sortir chez Gallimard Jeunesse. Alors il y aura un tome 2 à la rentrée, hein. Voilà, à découvrir, ça c'est vraiment superbe. Aux arènes BD, Le Goût d'Emma. Alors ça, on part dans les coulisses du guide gastronomique.
Chez Glénat, les années Cabu, Le Grand Duduche, un hors-série, ça c'est d'actualité. Voilà, donc tout le monde connaît son travail, mais c'est tellement beau. Une nuit à Rome de Jim, ça c'est chez Grand Temps, c'est le tome 3. Alors le tome 1 et le tome 2, je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà, il se retrouvait au bout de 20 ans, et puis là maintenant on vieillit, il a 50 ans. Ça, c'est chez Grand Angle. Bluebell Wood chez Glénat, qui vient de sortir, ça c'est fantastique. Très très beau dessin et une histoire complètement fantastique. Vraiment superbe. Jorodowski et Jérémy, ça c'est les Chevaliers d'Héliopolis, c'est le tome 2. Donc on avait parlé du tome 1. Ça c'est chez Glénat aussi. Chez Glénat, le vétéran, ça c'est pareil, le tome 2. Chez Bamboo Édition, allez, pour les retraités et les papy boomers, donc ça on est dans de l'humour et de la jeunesse. Pareil pour le Marsupilami bien sûr, qui vient de sortir à Marsou Productions. Voilà, ça c'est le dernier sorti. Chez Glénat, une histoire de western et de cow-boy, Le Sentier de la Guerre, ça c'est pareil, ça vient de sortir. Hop, ça c'était super, j'avais pas eu le temps de vous en parler. Les 5 branches de Contour Noir, ça c'est Cusor sur le drapeau américain. Ça c'est chez Air Libre, sublime. Clac. Imbattable, pareil. Ça c'est chez Dupuis, et ben, le tome 2 vient de sortir, on avait découvert le tome 1, vous savez, il passe de case en case, il se balade, il se bascule, ça c'est étonnant, vraiment surprenant. Et puis je vais vous citer encore ça, Une histoire corse, ça c'est à partir d'un fait réel, chez Glénat, ça c'est superbe, c'est vraiment superbe, superbe. Je voulais aussi juste vous citer avant qu'on se quitte, 2 petits albums, ça c'est La Colonisation, le tome 1 et le 2, ça vient de sortir chez Glénat. Sacha Guitry, on est encore avec Cocteau, tiens d'ailleurs. Ça c'est pareil, très très bien. Ça c'est chez Glénat, c'est le tome 2, Le Mal-Aimé. Et enfin, 2 petits bouquins pour l'enfer, notamment quelque chose d'assez surprenant. Ça c'est aux éditions Dynamite, et c'est SM le Maudit. Alors ça s'inspire du film bien sûr. Lancelot Hamelin, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Et puis au plaisir de vous retrouver pour d'autres scénarios de bande dessinée. Chers amis, n'hésitez pas à continuer à nous encourager sur les réseaux sociaux et à nous suivre sur le site de Watch TV. Allez, à bientôt. Au revoir. Clac.